Le deuxième dossier, c'est l'histoire d'un jeune homme de 17 ans qui consulte aux urgences pour une altération de l'état général et une dyspnée d'installation progressive sur une semaine. Il a également un gonflement de son visage qui s'est installé progressivement. Et c'est un jeune homme qui n'a aucun antécédent à part cet épisode et puis qui a eu une appendicectomie à l'âge de 7 ans. À l'examen clinique, il a des constantes correctes, il est apyrétique et vous palpez des adénopathies supracentimétriques diffuses, inguinales et jugulo-carotidiennes. Et le CG réalisé par l'infirmière de tri des urgences est parfaitement normal. La première question, je vous demandais d'interpréter la radiographie thoracique réalisée pour ce patient. Donc vous voyez que c'est une radiographie thoracique de bonne qualité, qui est de face, qui est bien inspirée, les espaces intercostaux sont bien dégagés et on constate chez ce patient une volumineuse opacité médiastinale puisque le bord interne de l'opacité est confondu avec le médiastin et qu'elle est bordée par un liseré qui la délimite tout à fait bien du parenchyme pulmonaire qui correspond à la plèvre viscérale. Et donc cette image traduit vraisemblablement la présence d'adénopathie médiastinale. La deuxième question, je vous demandais quel syndrome explique la dyspnée du patient et quels autres signes cliniques allez-vous rechercher pour compléter le tableau syndromique de ce patient. Donc, ce patient a un œdème du visage, une dyspnée des adénopathies médiastinales et il présente donc un syndrome cave supérieur qui est lié donc à la compression de la veine cave supérieure par les adénopathies médiastinales, ce qui gêne le retour veineux et ce qui explique l'œdème facial. On va rechercher d'autres éléments de ce syndrome, c'est-à-dire la compression d'autres structures du médiastin, comme l'œsophage, ce qui pourrait être responsable d'une dysphagie, comme le nerf récurrent, ce qui pourrait être responsable d'une dysphonie, ou le nerf phrénique, ce qui pourrait être responsable d'un hoquet. Et voilà, c'est l'essentiel donc des éléments du tableau du syndrome médiastinal que vous allez donc rechercher. La troisième question, vous avez reçu sa numération qui montre une hyperleucocytose majeure à 342 000 par millimètre cube, essentiellement composée de blastes, avec un restant de polynucléaires neutrophiles et de myélémie, une hémoglobine normale à 14 g/2 par décilitre et une thrombopénie à 43 000. Quel diagnostic suspectez-vous? Quels examens complémentaires demandez-vous? Alors devant l'association chez un jeune homme d'une blastose importante avec des adénopathies médiastinales majeures, on évoque en premier lieu le diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique. Le diagnostic de leucémie aiguë myéloïde est possible sur la numération. Par contre, c'est le tableau syndromique d'adénopathie médiastinale avec le syndrome cave supérieur n'est pas vu en général dans le cas des leucémies aiguës myéloïdes. Donc on demande pour confirmer le diagnostic un myélogramme par ponction sternale avec une analyse cytologique, c'est-à-dire on demande aux biologistes de regarder après coloration au MGG l'aspect de la moelle et cet aspect sera celui d'un envahissement majeur par des blastes lymphoïdes, avec une analyse en cytométrie de flux pour prouver effectivement l'origine lymphoïde de cette prolifération tumorale, et un prélèvement qu'on enverra en cytogénétique et un autre en biologie moléculaire pour définir les anomalies karyotypiques et moléculaires de cette hémopathie, ce qui a une valeur pronostique importante et ce qui va permettre de préciser l'intensité du traitement que recevra le patient. Par ailleurs, vous devrez rechercher des complications de cette prolifération tumorale, en particulier un syndrome de lyse tumorale. Donc, pour rechercher un syndrome de lyse tumorale, vous allez doser la calcémie qui sera abaissée, la phosphorémie qui sera augmentée. D'ailleurs, cette augmentation de la phosphorémie qui est libérée par la lyse des cellules tumorales explique l'hypocalcémie puisque le calcium est chélaté par les ions phosphore. Un dosage des LDH et un dosage de l'acide urique qui sont des enzymes, enfin le LDH une enzyme et l'acide urique un métabolite qui sont présents en grande quantité à l'intérieur des cellules et qui peuvent être libérés en cas de syndrome de lyse tumorale. Par ailleurs, il faut chercher une coagulation intravasculaire disséminée qui est une complication non fréquente des leucémies aiguës lymphoïdes mais qui peut arriver, et donc pour ça vous allez mettre en évidence la consommation des facteurs de coagulation, baisse du TP, augmentation du TCA,
l'augmentation de la fibrinolyse avec l'apparition de D-dimères ou de produits de dégradation de la fibrine. Et la consommation également du fibrinogène, donc, qui sera abaissée. Pourquoi parle-t-on d'insuffisance médulaire alors que l'hémoglobine est normale? Alors vous savez que la demi-vie des globules rouges est de 4 mois, 120 jours. Et donc, imaginons que vous arrêtez tout d'un coup la production des globules rouges, l'anémie va s'installer progressivement puisque les globules rouges déjà produits vont petit à petit diminuer et vous n'aurez une anémie qu'au bout de quelques semaines. Alors que les plaquettes qui ont une durée de vie de 7 jours ou les polynucléaires neutrophiles qui ont une durée de vie de 24 heures vont rapidement baisser en cas d'arrêt de la production liée à la prolifération tumorale leucémique. Alors, la quatrième question, c'était vous recevez les résultats de son bilan biochimique. Il a une natrémie normale, une kaliémie diminuée à 3,1 mmol par litre. La créatinémie est à 97 micromoles par litre, la calcémie à 2,5, la phosphorémie à 0,6 mmol par litre. Les LDH sont très augmentés à presque 10 000 unités par litre et l'acide urique est augmenté à 2 fois la normale. Commentez ces résultats. Ça me permet de vous rappeler que j'ai oublié dans la question précédente qu'il fallait bien sûr doser la kaliémie dans la recherche du syndrome de lyse tumorale, puisque le potassium est un ion intracellulaire responsable qui augmente en cas de syndrome de lyse et qui fait toute la gravité du syndrome de lyse, bien entendu. Chez ce patient, on ne voit pas une hyperphosphorémie mais une hypophosphorémie, et puis on ne voit pas une hyperkaliémie mais une hypokaliémie, ce qui ne correspond pas au syndrome de lyse tumorale, mais ce qui traduit en réalité la consommation de phosphore et de potassium par les blastes qui prolifèrent tellement vite qu'ils pompent les réserves de phosphore et de potassium de l'organisme et qu'ils sont responsables d'une hypophosphorémie et d'une hypokaliémie. Ce bilan ne doit pas vous rassurer faussement puisque dès que vous commencerez une corticothérapie ou une chimiothérapie, la lyse des cellules tumorales va rapidement entraîner une hyperphosphorémie, une hyperkaliémie. Donc vous ne devez pas être faussement rassuré par ce bilan qui traduit en réalité la prolifération extrême des cellules de la leucémie. Comment devrait être le ionogramme et le bilan phosphocalcique en cas de syndrome de lyse isolé? Comme je vous l'ai dit, en cas de syndrome de lyse, et je vous le répète parce que c'est très important que vous reteniez ça, le phosphore est libéré de l'intérieur des cellules, donc il y a une hyperphosphorémie. Ce phosphore libéré dans le sang chélate le calcium et il y a donc une hypocalcémie. Le potassium contenu dans les cellules est libéré, il y a une hyperkaliémie. D'autant plus que la précipitation des cristaux phosphocalciques et de l'acide urique au niveau des tubules rénales entraîne une insuffisance rénale aiguë et donc une hyperkaliémie liée aussi à cette insuffisance rénale aiguë. Et par ailleurs, on a donc une hyperuricémie, une augmentation des LDH et éventuellement une insuffisance rénale avec une augmentation de la créatininémie. Et comment peut-on savoir qu'il s'agit d'une leucémie aiguë lymphoblastique et non myéloblastique? Ça, je l'ai aussi évoqué tout à l'heure. Effectivement, vous n'avez pas de preuve à ce stade-là que la leucémie est d'origine lymphoblastique, mais sur des arguments cliniques, la présence d'une énorme adénopathie médiastinale et l'âge du patient, et vous pouvez en pratique être quasiment certain qu'il s'agit d'une leucémie aiguë lymphoblastique. Cependant, pour en avoir la certitude, on réalise un immunophénotypage des blastes médulaires ou sanguins pour affirmer l'origine lymphoïde de cette prolifération. La question numéro 5, après une première phase de traitement par corticothérapie, donc c'est cette fameuse préphase de traitement des leucémies aiguës lymphoblastiques par corticothérapie qui permet d'évaluer la corticosensibilité, ce qui est encore un facteur pronostic qui a tendance à être gommé par des marqueurs moléculaires plus raffinés, mais ce qui est encore actuellement un marqueur pronostic. Vous traitez le patient par une chimiothérapie intensive. Quelles précautions allez-vous prendre au préalable? Donc ça, c'est une question un petit peu générale. C'est pour que vous preniez le réflexe quand vous devez administrer une chimiothérapie à un patient jeune de vérifier certaines choses. D'une part, comme c'est un homme, il faut lui proposer une préservation de la fertilité avec congélation de sperme au sécos. Et donc pour ça, vous savez que vous devez demander les sérologies virales, hépatite B, hépatite C, VIH et la syphilis pour autoriser le stockage du sperme au sécos.
La chimiothérapie ne s'administre pas, sauf urgence, sur voie périphérique, puisqu'elle peut être vénotoxique et s'extravaser. Donc on pose un cathéter veineux central. Chez ce patient, probablement on attendra que le syndrome cave supérieure ait diminué pour permettre la pose de ce cathéter veineux central dans le territoire cave supérieure. Sinon, on peut très bien poser un cathéter veineux central en territoire fémoral et, dans un second temps, utiliser le territoire cave supérieure. La prévention du syndrome de Lise repose sur une hyperhydratation par du soluté salé isotonique et l'administration de rasburicase, qui est un uricolytique qui est une enzyme en fait qui dégrade in vivo l'acide urique présent en trop grande quantité. Et depuis que ce rasburicase existe, il n'y a plus d'indication à faire une hydratation alcaline des patients qui présentent un syndrome de Lise. Brièvement, l'hydratation alcaline était une recommandation avant l'avènement du rasburicase pour éviter la précipitation dans les tubules rénaux des cristaux d'acide urique, puisque ces cristaux précipitent principalement à pH acide. Donc on alcalinise les urines avec des bicarbonates pour éviter cette précipitation. Maintenant que le rasburicase permet de régler facilement le problème de l'hyperuricémie, on évite l'hydratation alcaline puisque celle-ci, au contraire, aggrave le risque de précipitation des cristaux phosphocalciques et n'a donc plus d'indication dans le traitement du syndrome de Lise quand vous traitez l'hyperuricémie par rasburicase. Le traitement du syndrome de Lise, c'est également la surveillance. Toutes les 4 heures ou plus, vous devez vérifier le bilan phosphocalcique, la kaliémie, la créatininémie, pour avoir recours de façon précoce à une épuration extra-rénale en cas de début de syndrome de Lise, afin de ne pas laisser la nécrose tubulaire aiguë s'installer. Enfin, pour tout traitement, vous devez informer le patient, et comme c'est un mineur, vous devez informer également ses parents, recueillir son consentement et éventuellement lui proposer l'inclusion dans un essai clinique. Et puis, cette décision de traitement doit être validée dans une réunion de concertation multidisciplinaire, comme tous les traitements en oncologie actuellement. Faut-il instaurer une anticoagulation curative en raison du syndrome cave supérieure ? La réponse à cette question n'est pas tranchée. Actuellement, ça dépend des équipes. Il n'y a pas d'argument formel qui démontre l'avantage d'une anticoagulation préventive et chez ce patient ou curative, pardon. Et chez ce patient qui a une thrombopénie assez profonde, je pense qu'on s'abstiendrait de réaliser un traitement par anticoagulation curative.